L'invalidation des quelques députés nationaux sous la clameur publique par la Cour constitutionnelle constitue un remous dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue au DH à la portée de tous, votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Elle va passer en revue aujourd'hui la validation et l'invalidation de quelques députés, comme je viens de l'annoncer, par la Cour constitutionnelle, avant d'aborder comme thème les droits de la femme. Pour le dire, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Madame Marie-Louise Okako, qui est avocate au barreau de Kinshasa-Gombe. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'AUDEF, qui est l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG de défense des droits de l'homme. Elle est aussi chargée des personnes vulnérables au sein de la CDHC. Bonsoir Madame et bienvenue. Bonsoir Madame. Tout à fait. Comme je viens de l'annoncer, nous allons parler de la validation. Il faut aussi signaler de l'invalidation de quelques députés nationaux qui continuent à alimenter les débats dans les médias. Madame, là, vous êtes aussi juriste de formation. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction du dernier ressort, mais elle est revenue sur sa décision et elle a même constitué une chambre spéciale pour traiter tous ces contentieux et en validant les gens qui étaient déjà invalidés, mais aussi en invalidant quelques-uns qui étaient validés. Votre point de vue? Oui, Madame, bien entendu, la Cour constitutionnelle a le pouvoir de valider les députés qui sont proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante. Mais cependant, la législation a prévu qu'en cas d'erreur matérielle, elle puisse revenir sur sa décision. Mais là-bas, il n'y a pas seulement des erreurs matérielles, parce que la Cour a revu les fonds et la forme, alors qu'elle pouvait se limiter au niveau de la forme. Par exemple, les noms qui étaient mal écrits, les fautes d'orthographe. Mais là, c'est les droits et elle est entrée dans le vif même du droit. Mais quand on parle d'erreurs matérielles, il peut s'agir de l'orthographe du nom, il peut s'agir aussi du mauvais comptage de voix. Je ne vois pas la Cour aller au-delà de correction d'erreurs. Il se peut qu'au lieu de comptabiliser les voix qu'un député a eues, on a mis de côté certaines voix et ce qui a fait que certains soient invalidés. Mais sur base des recours introduits conformément à la loi, on a pu en compte et les voix qui avaient été omises pour que certains soient aujourd'hui, vous me passez l'expression, révalidés. Mais est-ce que vous trouvez que le rendu de la Cour reste toujours inattaquable dans ce cas-là? Il n'y a pas de voie de recours. Il n'y a pas une autre voie de recours. Donc la Cour siège en premier et dernier ressort, sauf bien entendu les cas de correction d'erreurs matérielles, comme je viens de le signaler. Et comme ils ont siégé sur base de recours en correction d'erreurs matérielles, il n'y a plus d'autres voies de recours qu'on puisse exercer. Merci Madame de toutes ces explications. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons avec DH à la portée de tous, votre émission, et nous sommes en train de débattre de l'actualité. Elle est aussi prédominée par la candidature de deux grandes personnalités à la tête du Sénat, qui est la chambre haute de notre Parlement. Notre Parlement est bicaméral, Madame. Mais les personnes qui sont choisies pour occuper ces postes, il y a quand même un peu de soucis. Il y en a sur qui pèsent les sanctions au niveau international. Comment trouvez-vous l'avenir? Oui, je dirais personnellement que ça fait un peu désordre. Que ce soit la même famille politique qui présente deux candidats au perchoir du Sénat. L'une désignée par l'autorité morale du Front commun pour le Congo, l'autre désignée par son propre parti politique, donc contre l'avis d'un même regroupement politique. Ça fait désordre, mais si l'autorité morale a jeté son dévolu sur la personne sur laquelle pèsent les sanctions de la communauté internationale, moi je crois que nous n'avons qu'à tirer les conséquences jusqu'au bout de ce choix.
Parce que c'est un poste éminemment politique. En tant que président du Sénat, on est appelé à voyager, participer à des réunions avec d'autres institutions parlementaires du monde. Et avec ces sanctions, on est limité. Et j'ose croire que l'FCC va accepter de tirer les conséquences de son choix. Mais la vie de toute une nation en dépend, c'est ça le grand problème. Si eux sont bloqués, c'est la nation tout entière qui pourra être bloquée. Mais que voulez-vous? Parce que c'est leur choix, la nation pourra être préjudiciée. Nous n'avons pas, nous, à choisir un candidat. Nous n'avons pas, n'ayant pas la majorité, la population n'a pas la majorité, c'est ce front-là qui a la majorité des députés. Ok, merci madame. Là, nous abordons comme thème les droits de la femme. Vous savez, la femme fait partie des personnes vulnérables. L'enfant, la personne vivant avec handicap, la personne du troisième âge, la personne malade, mais aussi la femme font partie des catégories vulnérables. Il y a aussi des personnes marginalisées comme personnes vivant avec albinisme, mais aussi les nains, les rabougris. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie. Mais madame, pourquoi la spécificité des droits de la femme? La spécificité des droits de la femme est liée d'abord aux besoins spécifiques inhérents à la nature même de la femme. Tout à fait. Il y a des besoins que la femme a, que l'homme n'a pas. Oui. Et compte tenu de cette spécificité, voilà pourquoi on parle de la spécificité des droits de la femme. Oui. Et donc, ce sont des droits particulièrement catégoriels liés à la catégorie de femme. Mais pourquoi ces droits ont du mal à être appliqués? C'est ça aussi le grand problème. Il y a des belles lois, des droits qui sont relatifs à la femme, mais qui souffrent d'application. Mais pour répondre à votre question, il faut peut-être partir à la genèse. Oui. Pourquoi est-ce que quand on parle de droits de l'homme, on est obligé encore de parler de droits de la femme? Vous conviendrez avec moi que c'est plus la femme qui souffre des violations de ses droits dans l'humanité entière que l'homme. Oui. C'est ainsi que, en sus des droits de l'homme que nous connaissons d'une manière générale, les Nations Unies ont pensé à instituer les droits de la femme pour corriger un peu ces violations, ces inégalités, ces injustices qui étaient faites à cette catégorie de personnes vivant sur la planète Terre. Même les lois votées en faveur de la femme au niveau du Parlement, la loi sur les violences faites à la femme basée sur les genres, toutes ces lois souffrent toujours d'applicabilité. Oui, mais qui vote les lois? En général, ce sont les hommes. Qui applique les lois? En général, ce sont les hommes qui ont été éduqués dans les moules de la discrimination à l'égard de la femme. Donc, il n'y a pas de surprise que les lois, même bonnes, ne soient pas applicables. Mais toutes nos lois ne sont pas bonnes. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons la loi sur la mise en œuvre de la parité, mais quelque part, il y a un couac, il y a un goût d'inachevé. Comment voulez-vous qu'on veuille mettre en œuvre la parité qui est garantie par la Constitution, mais qu'on n'assortisse pas la présentation des listes des candidats d'une sanction? On a dit la crainte du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Ça. Et donc la crainte de la sanction, c'est aussi le commencement du respect du droit de la femme. Or, sans cette sanction, comme en l'espèce maintenant, aucun parti ne se sent obligé d'aligner le même nombre d'hommes que de femmes, parce qu'il n'y a aucune sanction. La liste des candidats sera déclarée recevable. Mais si on disait que si vous ne présentez pas le même nombre d'hommes que de femmes, la liste sera déclarée irrecevable. Oui. Je crois que là, tout le monde se sentira obligé de se conformer à la loi et à la Constitution. Merci madame, tout le monde sera obligé de se conformer à la loi et à la Constitution. Nous sommes en train de parler de la femme, de sa vulnérabilité, mais aussi des lois qui sont votées en sa faveur, qui peinent à être appliquées. Madame, là, quelle évolution faites-vous des instruments et mécanismes qui sont mis en place pour la promotion des droits de la femme? Il y a des avancées majeures
en dehors de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous pourrions ici évoquer spécialement la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Nous pourrions évoquer ici les protocoles de Maputo. Et ici au pays, il y a la Constitution du 18 février 2006 qui contient des dispositions très favorables aux droits de la femme. Il y a la loi de mise en œuvre de la parité qui est garantie par la Constitution. Mais il y a la loi électorale, mais malheureusement, la loi électorale n'est pas allée jusqu'au bout dans sa logique. La loi électorale n'est pas allée jusqu'au bout dans sa logique. Et vous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, vous côtoyez les femmes, vous connaissez leurs difficultés. Qu'est-ce qui doit être fait vraiment pour que la loi, que tout ce qui a été établi pour la femme en sa faveur, la femme puisse en jouir finalement? Je préconiserais que de lege ferenda, la loi électorale soit modifiée pour qu'on assortisse la présentation des listes de candidats d'une sanction. Et aussi, je recommanderais qu'on puisse pratiquer des mesures incitatives qu'on appelle discrimination positive, par exemple le système de quotas, afin de pouvoir corriger les gaps, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes et réduire les inégalités criantes que nous vivons. Merci madame. Chers téléspectateurs, vous savez que la femme est très vulnérable. Elle a des problèmes dans son foyer déjà, et à l'école, dans les milieux du travail, elle est marginalisée. Et on se demande pourquoi, depuis 1960, il n'y a jamais eu cette parité 50-50 des femmes dans les instances nominatives et électives pour que la femme parle d'elle-même, madame. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Pourquoi est-ce que la femme n'arrive pas là où les décisions sont prises pour qu'enfin elle-même bataille pour qu'elle soit représentative dans toutes ces instances? Les politiques appliquées, les programmes suivis jusque-là n'ont pas permis que la femme soit représentée en grand nombre dans les instances de prise de décision. Je pourrais faire un bond en arrière pour dire qu'à l'époque coloniale, le colon a plus recouru à la main-d'œuvre masculine, les femmes étant juste des nounous pour les petits blancs. Et après l'époque coloniale, à l'époque mauricienne, il y avait confusion entre la sphère publique et la sphère privée, de sorte que le pouvoir était plus patrimonial. On recherchait plus le besoin du lucre, on courait plus derrière les lucres. Mais cette situation, malheureusement, n'a pas évolué au sens positif aujourd'hui. La politique, c'est le seul secteur où ça paye, qui paye, pourvoyeur d'emploi. Et on est prêt à tout donner pour se retrouver en politique. Et donc, dans ce système patrimonial, l'égoïsme de l'homme aidant, la femme est restée à l'écart. Et l'homme, qui a toujours été dans les institutions, avec les moyens qu'il s'est procurés, il a l'occasion. Vous savez que la campagne coûte cher, les élections coûtent cher. Il faut payer les 100 000 il faut payer pour être candidat et tout ça. Et voilà un peu tout cet amalgame-là, tout cet éventail d'obstacles qui font que. Mais il y a aussi des instances nominatives. Même si la femme n'a pas été élue, il y a des instances nominatives où on peut nommer la femme sans qu'elle paye 100 000 $ ou 50. C'est ça aussi le grand problème. Et le taux là-bas est toujours très faible. Là, c'est vraiment un obstacle culturel. Parce que celui qui nomme, il a grandi avec le cliché de cette femme-là, vaut rien, de cette femme-là qui n'est pas capable, bonne à la cuisine, bonne au ménage. Et chez nous, il y a un adage qui dit moi si à Tongaka Bokate, bien que l'on trouve maintenant des femmes pilotes, des femmes ingénieures, des femmes professeurs, docteurs en mathématiques, juristes et j'en passe.
Donc, avec le temps, nous voyons qu'il y a des coutumes aussi très... comme pesanteur. Oui, il y a aussi des coutumes très néfastes qui ne permettent pas à la femme d'évoluer. Voilà tout cet éventail d'obstacles qui font que même celui qui va nommer, il a grandi dans cet environnement. C'est difficile qu'il puisse se détacher. Traditionnel, il s'est dit, mais si c'est la femme qui m'accompagne, ça risque de ne pas marcher. Merci madame de toutes ces explications, fidèles téléspectateurs. Là, nous tendons vers la fin de cette émission, les stéréotypes, les pesanteurs qui sont en train de tirer la femme vers les bas depuis déjà son enfance, dans la famille où elle est déconsidérée, à l'école où elle est marginalisée, pourquoi pas en milieu du travail où elle est encore beaucoup discriminée. Madame, là, vous faites partie de l'AUDEF, qui est l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Vous êtes activiste des droits de l'homme. Quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent souvent quand vous les côtoyez? Les difficultés que les femmes rencontrent souvent, au premier point, c'est ce poids-là de tous les préjugés néfastes sur la femme. Alors, quand on est ignorant de ses droits, il y a tous ces préjugés qui vous font même croire finalement que vous êtes une incapable. Tout à fait. Mais si la femme est formée, s'il a l'information exacte, qu'elle a les mêmes droits que l'homme, qu'elle peut aussi avoir les mêmes opportunités que l'homme, je crois que cela dégage un peu la femme et la valorise un peu. Merci madame, il faut que la femme soit valorisée parce que la femme, c'est 60% de la nourriture au niveau mondial. Elle se bat, elle est au four et au moulin pour elle-même et pour les siens. Voilà pourquoi les droits de la femme doivent être d'application pour lui permettre de s'autonomiser, d'être libre, de vaquer à ses occupations. Là, madame, nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des recommandations vis-à-vis de ceux-là qui dirigent, ceux-là qui légifèrent, qui peuvent mettre en place des lois relatives à la femme et à sa famille pour lui permettre de s'épanouir? Ma recommandation, c'est de dire à nos dirigeants que mettre de côté la femme, c'est écarter la majorité de la population de notre pays. Et donc, il n'y a pas de développement du Congo tant que la femme est mise à l'écart. Parce que c'est 52% de la population. Si ces 52% sont mis à l'écart, je ne sais pas à quel développement on va arriver. Mais si tout le monde met la main à la pâte pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice, nous pourrions arriver à notre développement. Et c'est ainsi que j'en appelle à la conscience des décideurs que dans ces pays, il y a aussi des femmes qui valent la peine. Tout le monde ne fait pas les tchalel. Ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des mamans, ils ont des sœurs, ils ont des enfants, des filles. Et donc, ce qu'ils font pour les autres, ils ne voudront pas qu'on les fasse pour leurs filles. Et donc, si nous voulons vraiment arriver à un développement intégral de notre pays, il est important de bien prendre en compte les droits de la femme et de veiller à ce que cette majeure partie de la population qui a pris entre ses mains la responsabilité des foyers depuis les pillages des tristes mémoires. Il y a des sociétés qui n'existent plus. Et dans l'informel, c'est la femme qui se bat jour et nuit pour nourrir les familles. La mettre à l'écart, c'est une injustice criante que je leur demanderai de corriger. Et cela en respectant les instruments internationaux, régionaux et nationaux. Merci beaucoup, madame. La femme est une force et on ne peut pas aller de l'avant en mettant de côté cette force qui est la femme. Fidèles téléspectateurs, là nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros de DH à la portée de tous votre émission et je vais devoir vous donner un petit dernier mot, madame, en guise de conclusion. Qu'allez-vous dire sur les droits de la femme, mais aussi sur la Cour constitutionnelle dont nous avons parlé ici? À vous, mes compatriotes femmes, je voulais vous appeler à avoir confiance en vous,
Parce que hommes et femmes, nous avons été créés et hommes et femmes, nous sommes sur cette planète. Et donc, vous pouvez aussi faire quelque chose. Il y a des femmes qui ont apporté la preuve de leur savoir-faire, de leur savoir-être dans leur milieu de vie, dans leur travail. Et donc, nous n'avons pas à rougir aujourd'hui comme hier. Donc, que la femme prenne conscience de ses capacités et qu'elle puisse aussi s'engager. Vaincre les stéréotypes, parce que ça peut changer. Toutes ces lois ont été instituées par des hommes. Et pour les corriger, il n'y a aussi que les hommes qui peuvent les corriger. Et avec le temps, nous y parviendrons. Par rapport à la Cour constitutionnelle, tout à fait. Je m'interdis de faire un commentaire s'agissant d'une femme de droit, parce qu'on ne discute pas sur les décisions de justice. Les décisions sont telles qu'elles ont été rendues. Mais les hommes sont tous aussi faibles. Hein? On ne peut que s'incliner. L'humanité est trop faible, madame, y compris les juges et les autres, même si votre métier vous interdit de faire un commentaire, mais on reconnaît quand même que tous les hommes à tous les niveaux sont faibles. Moi, j'ai prêté serment de respecter les magistrats. Merci beaucoup. Merci de cette respectabilité, madame. Je rappelle que vous êtes madame Marie-Louise Okako, avocate au barreau de Kinshasa-Gombe, membre du conseil d'administration de l'AUDEF, qui est l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG des droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Fidèles téléspectateurs, là nous sommes à la fin de cette émission Droits de l'homme. Nous avons parlé des droits de la femme qui doivent être d'application, mais aussi les latinistes disent errare humanum est, l'erreur est humaine, sed perseverare diabolicum. Mais persévérer dans l'erreur devient diabolique. Nous avions Jerry Bindele qui nous a aidé à réaliser cette émission. JB Mandiango était à la caméra et Jires Nzouzi à la régie finale, et tous ont permis la réception de cette émission dans vos maisons. Merci de tout cœur de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.